Allez, on passe maintenant au deuxième panel, la compétitivité de l'économie nationale, agir par l'innovation et la créativité. J'invite le professeur Jamel Belmihoub qui va animer ce débat et j'invite également Abdelmajid Attar, ancien ministre de l'énergie et consultant. J'invite Alptop Kouo Glou, CEO de SPA Tossiali. J'espère que je n'ai pas écorché votre nom, monsieur. J'invite le professeur Ben Abdallah, qui est consultant. J'invite également Shakib Boublenza, directeur général de Sarl Boublenza, et Samir Boumati, directeur général de DP World. Mais il ne faut pas tarder. Salam alaikum. Je suis ravi de me retrouver avec vous aujourd'hui pour ce débat hautement important sur la compétitivité de l'économie algérienne. Et nous avons un panel, je vais jeter des compliments aux membres du panel. Nous avons un panel de qualité parce qu'il est très complémentaire. Nous avons un professeur d'université, nous avons un ancien ministre et non pas un ex-ministre, qui est en même temps expert sur les questions énergétiques. Nous avons 3 entreprises de grande importance dans leur domaine et surtout sur la question de la compétitivité. Nous avons une entreprise, un investissement étranger, Tossiali, qui est une entreprise remarquable en Algérie, qui fait de très belles choses, aussi bien dans la production pour le marché national que pour l'exportation, et surtout pour son projet de développement. Nous avons une entreprise de transformation et de valorisation d'un produit local, d'une ressource naturelle, mais qui, grâce à sa compétence et sa recherche-développement, est exportatrice. Nous avons une autre entreprise, celle qui est importante dans la question de la logistique et qui est le directeur, c'est Boumati, le directeur général de Worldport. J'ai oublié que l'entreprise qui est dans la transformation d'une ressource naturelle, c'est l'entreprise Boublenza. Donc voilà, vous voyez un peu le schéma de cette chaîne de valeur de la compétitivité. Nous allons commencer par un panorama qui sera dressé par le professeur Ben Abdallah, économiste, consultant auprès de la CNUSED et de l'OMC pendant de nombreuses années, et qui a un panorama général, aussi bien sur l'Algérie que sur l'économie mondiale et sur la compétitivité internationale des pays. Nous avons M. Attar qui va nous entretenir sur la question de l'énergie, en quoi l'énergie est un facteur de compétitivité pour l'économie. Il n'est pas le seul, mais en Algérie, il joue beaucoup. Et si vous regardez un peu les entreprises d'exportation ou exportatrices, vous trouvez de l'énergie dedans. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a que l'énergie, il y a d'autres facteurs qui sont ajoutés par les entreprises. Et on va lui poser la question sur la durabilité de ce facteur. Et nous avons M. Boublenza qui va utiliser son expérience, qui va nous entretenir de son expérience, et surtout comment, grâce à la RD, un autre facteur de compétitivité, il arrive aujourd'hui à placer ses produits sur le marché international. Bien sûr, le port, les services portuaires sont l'autre facteur de compétitivité d'une économie. Et donc, nous aurons un peu le schéma global, le processus global de la compétitivité, aussi bien pour l'entreprise que pour le pays. Il y a une différence entre les deux, mais en tout cas, si un pays est compétitif, derrière ce pays compétitif, il y a des entreprises compétitives. Pour reprendre un peu la théorie de Porter. Et quand il y a des entreprises compétitives, elles poussent le pays dans son ensemble, ou l'économie dans son ensemble, à être compétitive, parce que la compétitivité, ce n'est pas le court terme, la compétitivité, c'est le long terme. Voilà, sans plus tarder, je donnerai la parole à M. Ben Abdallah pour nous planter ce décor de la compétitivité très très brièvement en 5-6 minutes.
Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais juste me dire toute ma satisfaction de me retrouver mais parmi tous les participants et mes remerciements, bien sûr, vont aux organisateurs de cette grande rencontre qui m'ont fait l'honneur de m'inviter. Je souhaiterais que les techniciens... ah oui, voilà, d'accord. Voilà, je vais devoir me retourner un peu pour lire mes planches. Alors, parler de compétitivité, c'est parler de la synthèse de l'ensemble des actions qui soient menées par des agents institutionnels, non institutionnels, les entreprises et tout le reste. Donc, il s'agit d'un débat ultime. Il s'agit d'un lieu auquel il faut se référer pour s'auto-évaluer. Il n'y a pas une autre manière de faire. Si nous avons bien fait, nous allons le remarquer dans la compétitivité globale de notre économie vis-à-vis du reste du monde. Donc là, je m'excuse du terme, on ne peut pas se leurrer, on ne peut pas s'illusionner, etc. Shilikain Radiban. J'ai à peine 3 planches, on m'a limité, alors qu'il est difficile quand même de parler de compétitivité en 3 planches. Toutes les données qui sont utilisées sont strictement des données nationales, donc il n'y a pas de données étrangères, il n'y a absolument rien, ce sont les données de l'ONS et les données des douanes algériennes qui sont croisées, mais bien sûr, dans les bases de données internationales pour avoir des benchmarks. Alors, un seul tableau, le taux de pénétration, mais pardon, pour revenir à la première planche. Oui. Alors, comment revenir à la... On aurait pu nous expliquer comment ça marche. Voilà. Alors, le taux de pénétration des exportations, ici, vous avez un petit renvoi en fin de page. C'est le rapport entre le nombre de pays vers lesquels l'Algérie exporte un produit divisé, tout simplement, rapporté au nombre de pays qui importent de partout ce même produit. Donc c'est ça le taux de pénétration des exportations. C'est quelque chose qui est disponible dans la base de données WITS. Hein, elle est accessible, elle est libre. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer très très rapidement est que dans le panel des pays à revenus intermédiaires, vous voyez que l'Algérie, c'est la courbe la plus basse, elle est constante, c'est la verte. Donc nous sommes là à peu près à 1 ou 2%, mais comparé à un pays comme la Turquie, hein, qui, vous voyez, a démarré à 10% à peu près entre 2000 et qui se retrouve à plus de 25% de taux de pénétration des exportations. Alors, ce qui est valable pour les revenus, mais pour les pays à revenus intermédiaires, est valable aussi pour les pays exportateurs de pétrole, pour les pays d'Afrique du Nord et pour la région MENA. C'est-à-dire que lorsqu'on se compare à l'ensemble de ces pays-là, on est quand même classé dernier. Ce qui est une conclusion extrêmement gravissime en soi. On peut s'interroger sur beaucoup de choses pour expliquer la marginalisation de l'Algérie dans les marchés mondiaux. Il y a toutes les politiques publiques, je dis bien toutes les politiques publiques qui ont été menées n'ont pas pu engendrer une meilleure présence de l'Algérie dans les marchés mondiaux. Au contraire, peut-être que c'est un peu pessimiste, mais c'est la triste réalité, ces politiques publiques ont eu un effet contraire, c'est-à-dire que la transformation structurelle qu'on nous a promise depuis les années 70, elle s'est faite à rebours. C'est-à-dire, au lieu que les ressources aillent vers les secteurs les plus productifs, les plus performants, qui peuvent pénétrer les marchés extérieurs, etc., au contraire, sont partis dans le secteur informel, on en a parlé tout à l'heure, dans les services, et on note une forte désindustrialisation. Alors, deuxième planche, c'est le taux de pénétration
de l'industrie manufacturière par les importations. Quand on parle aujourd'hui, l'économie mondialisée fait qu'il n'y a plus de différence entre les marchés domestiques et le marché mondial. Quand on est capable d'être compétitif, on l'est aussi bien sur le marché domestique, c'est-à-dire on mène une concurrence contre les importations et on pénètre aussi les marchés extérieurs. Donc on va retrouver à peu près les mêmes résultats. Les résultats de l'ONS, là c'est l'ONS qui donne ces chiffres, ce n'est pas les miens, j'ai juste fait quelques petites divisions. Vous voyez très bien que sur la base de 1992-2018, donc là c'est un temps structurel, ce n'est pas juste des statistiques, c'est pour voir quel est le comportement global dans la longue durée. C'est très très important pour l'analyse économique. Et vous voyez que tous les secteurs, sans exception, ont vu leur dépendance vis-à-vis des importations augmenter. Il y a des secteurs qui ont été complètement laminés. Vous voyez qu'il y a des taux de 86, 66, 82, mais 80,2. Le 103, pour ceux qui sont très regardants aux chiffres, s'il vous plaît, c'est juste un biais de calcul, parce que là, on compare des valeurs ajoutées à la production. Le rapport pour obtenir le taux de pénétration, c'est les importations. Donc c'est en termes de production sur les importations, mais plus la production, moins les exportations, c'est-à-dire l'offre globale. Alors, vous voyez que cette hausse, peut-être juste une remarque, depuis tout ce temps-là, personne n'a fait attention. Je pourrais même dire que la complicité passive des pouvoirs publics y est, puisqu'on a regardé les importations être plus dynamiques que l'investissement, mais plus dynamiques que le PIB, et on n'a pas agi en temps pour arrêter cette dynamique qui est destructrice. Vous voyez un peu, vous allez voir quel est le résultat. Alors, comment passer? Voilà. Alors, cette planche, je l'ai intitulée « Mais s'attaquer au déficit structurel pour gagner en compétitivité ». Alors, vous voyez le schéma de gauche, j'ai traité les flux du commerce extérieur, c'est-à-dire exportation et importation, en termes réels. En termes réels, pour un peu voir quelle est la partie nominale, la partie effet-prix par rapport au flux réel. Et donc, vous voyez que l'évolution l'évolution des importations, elle est en rouge. Elle est en rouge. Et donc, vous voyez, à partir de 2000, cette montagne, cette agression par les importations. De l'autre côté, en bleu, vous voyez qu'il y a une tendance même à la baisse à partir de 2006-2007 des exportations. Et vous voyez, j'ai mis une flèche là, une flèche en bleu qui relie le sommet de l'indice des importations par rapport à un niveau des plus bas de celui des exportations. C'est ce qu'on peut appeler un déficit structurel. C'est-à-dire, c'est un déficit qui nous attend immanquablement. Il suffit pour ça que le prix du pétrole baisse. Et c'est ce que nous sommes en train de subir actuellement. Et donc, je n'ai pas besoin de plus de démonstrations, je pense, pour convaincre. Alors, je vais conclure. Je vois Monsieur le Président, là, qui a pris son micro, et donc il va... Voilà. Bon, je fais vite, je suis en train d'amputer, hein. Alors, en conclusion, je vais dire quand même 2 ou 3 mots. Actuellement, nous ne sommes plus dans les recettes. Hein, nous ne sommes plus dans le sac de devises. Nous ne sommes plus dans les réserves de change. Ça, ce sont des problèmes de gestion de très court terme. Aujourd'hui, il est admis par la communauté des chercheurs et par les États eux-mêmes que ce qu'on exporte est plus important que les quantités et les valeurs exportées. C'est-à-dire quelle est la qualité du panier qu'on exporte, quelle est la qualité des produits, quel est leur contenu en capital humain, quel est leur contenu en technologie, quel est leur contenu en sophistication. Ce sont les principales questions qui ont été plus ou moins discutées avant. Alors, deuxième point,
Ça, c'est ma conviction personnelle, elle peut ne pas être partagée, et qu'actuellement, la structure sectorielle de l'économie algérienne, elle plombe la croissance et les exportations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer dans le moyen terme, hein, même dans 10 ans, mais avoir une économie beaucoup plus diversifiée et une économie qui exporte beaucoup plus, à moins de prendre des décisions énergiques très très rapidement et attendre les résultats dans 10-15 ans. C'est des choses extrêmement difficiles. Si on a le temps de débattre, on peut en parler. Alors, la question qui tue est que faire? Alors, la première chose, il me semble qu'il faut préférer les politiques de transformation structurelle, c'est-à-dire remenuer de fond en comble l'économie nationale pour transformer le contenu sectoriel de l'investissement, les comportements, etc., au lieu d'un ajustement aveugle des importations auxquelles nous sommes en train malheureusement d'assister en ce moment. Mettre en œuvre très rapidement ce qu'on peut appeler des politiques volontaristes, mais avisées et lucides. Il ne suffit pas de faire... S'il te plaît, essaye de conclure rapidement. Oui, ça y est, c'est les derniers points là que j'ai. Hein, d'accord. Mais concernant la diversification et la sophistication pour élever la compétitivité de l'économie nationale. Alors, comment les premiers points? Bon, il faut... Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Il faut assainir le cadre institutionnel et réglementaire très très rapidement. Ça, c'est des choses, il suffit de la volonté politique pour obtenir des résultats immédiatement. Réorientation du système, j'ai oublié un mot, du système d'incitation, c'est-à-dire l'ensemble des soutiens que l'État peut donner vers la compétitivité. 2 points. C'est-à-dire avoir une politique industrielle très agressive vis-à-vis de l'international, la recherche-développement, l'innovation, le capital humain, les infrastructures et la normalisation. Merci, Monsieur le Président. Merci, professeur Ben Abdallah. Voilà, je pense qu'il nous a donné la conclusion. Le problème, il est structurel. Il ne peut trouver de solution qu'en dans des réformes structurelles de transformation. Juste pour ajouter un indice, aujourd'hui nous avons beaucoup d'index sur la classification des pays et en 2020, non, sur une longue série, 2005 à 2020, l'Algérie est classée dans une position peu enviable, 92e rang sur 140 en matière d'indice de compétitivité globale. Donc c'est pour dire un peu l'importance de la question et l'effort qu'il faut faire pour redresser cette situation. Alors, on passe à un volet important, c'est le volet de l'énergie et qui irrigue toute l'Algérie, peut-être plus que l'eau. Et on pensait que le fait d'avoir de l'énergie abondante et à bon prix, il va vous surprendre tout à l'heure, c'est Attar, ça joue mais pas suffisamment. C'est pas la faute à l'énergie. C'est peut-être on n'exploite pas suffisamment cet avantage compétitif pour transformer en avantage sur l'économie internationale. C'est Attar, vous avez la parole. Mais bien sûr. Mais je ne te donne pas plus que 6 minutes. Non, il n'y a pas de problème. Je vais être très court, j'ai résumé. Bien. Je sais que je ne dispose que de quelques minutes. Je vais être le plus court possible. Je vais démarrer tout de suite sur les dernières déclarations du président de la CAPES qui récemment a déclaré qu'il fallait mettre un frein à la subvention. En ce qui concerne l'énergie, vous avez tout à fait raison de le dire. Il faut en finir effectivement et plus précisément celle concernant l'énergie. Et vous avez dit aussi que cela allait avoir évidemment un impact sur le coût de production et pour que cet impact soit positif, il faudrait appliquer les mêmes règles à tous les acteurs économiques, surtout, en fait, c'est-à-dire les entreprises, les industriels. Je suis entièrement d'accord avec vous et je rappelle juste quelque chose. Il y a
quelques jours, le ministre de l'Énergie, d'ailleurs, a déclaré récemment que le gaz est cédé sur le marché national à 0,24 $ le million de BTU, alors qu'il est facturé à 8 $ sur le marché international en moyenne. Et le baril de pétrole, 12 $ sur le marché intérieur, alors qu'il est vendu à 80 $ actuellement en moyenne en exportation. Si pour Sonatrach, elle réussit à équilibrer ses comptes avec l'exportation, ce n'est pas du tout le cas pour l'entreprise de production d'électricité et distribution du gaz pour les consommateurs, que ce soit la consommation domestique ou la consommation industrielle. Et surtout que, je vous informe que les plus gros consommateurs, c'est-à-dire la tranche 4 dans la facturation de Sonelgaz, consomment pratiquement 65% de la consommation électrique. Pour le gaz, ils consomment 63%. On voit donc que le plus gros, la plus grosse consommation est au niveau de ceux qui utilisent beaucoup d'électricité et de gaz. Le prix de l'électricité, c'est intéressant, vous le savez, que c'est le plus bas, pratiquement, celui du gaz aussi, au niveau de l'ensemble du Maghreb et du bassin méditerranéen. N'empêche que, et c'est l'une des raisons probablement, pour la SADEC, la Société algérienne de distribution du gaz et de l'électricité, je tiens à vous le dire, en 2020, elle affichait un déficit de 320 milliards de dinars. Voilà les chiffres de la SADEC. Ceci est dû, bien sûr, au coût, mais à d'autres raisons, mais essentiellement au coût au prix de vente de cette électricité. Mais ce n'est pas le seul problème en réalité. Moi, à mon avis, le problème n'est pas seulement lié au coût. Il est aussi lié à l'usage qu'on fait de l'énergie en Algérie. Quel usage on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on produit de la richesse ou bien on la consomme juste pour le confort? En 2016, ici même à l'Orassi, j'avais présenté certaines statistiques pour l'ex-FCE et elles sont toujours les mêmes. Tenez-vous bien, la consommation finale d'énergie par secteur, aujourd'hui, elle est de 42% par les ménages et autres. Autres, quand je dis autres, généralement, c'est surtout les commerces. Dans ce 42%, il y a à peine 2% de consommation pour l'agriculture. Alors qu'on compte beaucoup sur l'agriculture, justement, pour le développement, pour les exportations, etc. 37%, c'est le transport. Ça, c'est la consommation d'énergie finale, électricité, gaz, etc. Et il n'y a que 21% pour l'industrie et les BTP. Alors, à mon avis, il y a problème quelque part. Dans d'autres pays, c'est exactement l'inverse qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner l'énergie uniquement pour ceux qui produisent de la richesse. Il faut bien donner aussi aux citoyens. Mais il y a un déséquilibre en matière de possibilité de production de nouvelles richesses. Nous avons donc, qu'on le veuille ou non, un modèle de consommation dont 79% ne participent pas beaucoup à la production de nouvelles richesses. Et ce qui est plus préoccupant, c'est que la consommation énergétique, elle est de 41% environ, sous forme de gaz naturel. Si on lui rajoute les 29% de consommation de gaz naturel pour produire l'électricité, inutile de vous donner le chiffre, ça veut dire que ça vient essentiellement du gaz. Je ne vais pas parler de réserve, mais je pourrais répondre s'il le faut tout à l'heure à une question sur les ressources, etc., sur la sécurité énergétique à long terme, mais tout le monde sait ce qui se passe. Alors, il y a l'autre problème donc. L'autre problème, il découle du fait que l'Algérie, que 65% de la production totale est exportée pour couvrir les besoins, c'est-à-dire la rente, qui est aujourd'hui, comme vous le savez, c'est elle qui couvre pratiquement plus de 90% de nos importations. Et le deuxième, alors que la consommation nationale de l'électricité est assurée pour le moment à 98% par le gaz naturel. Et elle le sera encore en 2035. Je tiens à vous le dire, pour la simple raison que malgré les 15 000 mégawatts d'énergie renouvelable qui sont prévus par le ministère de la Transition énergétique,
on va économiser tout juste 20% d'électricité d'origine gaz. Ça veut dire qu'en 2035, notre consommation électrique, elle sera encore produite à 80% par le gaz naturel. Voici ce qui va se passer donc d'ici 2035, à moins qu'on fasse plus. Et j'espère que vous, les entreprises privées, vous ferez plus justement dans ce domaine. Cela signifie par conséquent que le défi, il est multiple. Il y a d'abord un défi de transition énergétique. Il y a des investissements, d'énormes investissements que vous devez, que l'État aussi doit consentir dans les ENR pour économiser les réserves en gaz, surtout un défi qui relève des programmes d'investissement donc, des économies d'énergie. Il faut absolument une politique d'économie d'énergie. Moi, je ne la connais pas encore dans le détail. On parle d'économie d'énergie, mais il n'y a pas un programme bien précis dans le temps qui concerne pratiquement tous les consommateurs d'énergie. Mais aussi une affectation volontariste, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'énergie vers les activités de production de nouvelles richesses. Ça, c'est un défi aussi qu'il faut absolument relever à l'avenir. Il y a aussi un défi qui n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est-à-dire le recours aux hydrocarbures non conventionnels et le nucléaire. Je sais que c'est une question un peu sensible, il y a très peu de gens qui osent en parler, moi j'en parle. Je sais que quelque part, l'avenir lointain de l'Algérie, de toute façon, si on ne réussit pas notre transition énergétique, il est dans les hydrocarbures non conventionnels et le nucléaire. Et enfin, un autre défi, ou plutôt je dirais un autre défi futur, et peut-être très proche, c'est celui de la taxe carbone. Il faut vous rendre compte, surtout pour les entreprises qui sont axées sur l'exportation. Bientôt, nos exportations subiront l'impact de la taxe carbone dans les pays où on consomme. Parce que quand vous exportez, notamment pour les hydrocarbures par exemple, moi je vous informe que l'Union européenne, elle a déjà pris une décision qu'à partir de 2023, quand on exporte une ressource, une richesse qui provient d'une activité qui émet du carbone, elle est automatiquement taxée au niveau du pays où on va exporter. Et par conséquent, il va falloir, aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les mesures qui sont prises, mais il va falloir prendre des mesures pour se battre. D'ailleurs, notre ministre de l'Environnement a été à la COP26, elle a fait un discours, et elle a dit qu'il fallait donc que les décisions soient justes, notamment pour les pays d'Afrique qui, après tout, ne sont pas responsables de ce qui se passe aujourd'hui en matière de changement climatique. Ce sont beaucoup plus les pays développés qui ont bénéficié de l'énergie, mais qui ont pollué, qui ont émis beaucoup de carbone, ce ne sont pas les pays non développés. Il y a donc par conséquent un chantier gigantesque à mener en matière de simplification du cadre réglementaire et institutionnel qui n'est vraiment pas adapté actuellement aussi bien au sein du secteur de l'énergie, même s'il n'y a pas longtemps j'y étais, puis au niveau des consommateurs aussi. Ce chantier, il réside en quoi? D'abord, et je termine, c'est assurer d'abord l'objectif, le défi, assurer la disponibilité de l'énergie à un coût compétitif pour son producteur. J'ai parlé de la SADC tout à l'heure, elle ne peut pas continuer à vendre de l'électricité ou du gaz à perte. Ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Deuxièmement, il faut promouvoir et assurer son meilleur usage au niveau des consommateurs, surtout industriels. Et ça, c'est vrai, il faut peut-être diminuer les subventions, mais quelque part, si on veut aussi être compétitif par rapport aux importations, être compétitif en matière d'exportation, il faut quand même un coût. C'est ce qu'a dit le président de la CAPS, il faut être juste. Il faut être juste pour garantir, parce qu'après tout, c'est l'exportation, c'est la production de richesses qui va permettre la relance économique, ce n'est pas autre chose. Et enfin, assurer une meilleure compétitivité de la richesse, c'est ce que je viens de dire, qu'on tire le consommateur, aussi bien sur le marché intérieur, c'est ce que je viens de dire, et l'exportation. Tout ceci, c'est la responsabilité commune du consommateur, surtout industriel, et du citoyen aussi qui consomme de l'énergie. Mais il y a une dernière recommandation qui est très importante pour les entreprises privées, et je tiens à le dire aujourd'hui, c'est l'économie d'énergie. Vous avez intérêt
vous avez intérêt à établir vos propres programmes d'économie d'énergie. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ça, vous pouvez, les entreprises privées, tous ceux qui utilisent l'énergie, vous pouvez. Et je m'adresse essentiellement à ceux qui produisent de l'acier, du ciment, des produits chimiques, etc. Il y a beaucoup d'économies. Vous consommez beaucoup et vous devez absolument mettre en place un programme d'économie d'énergie propre à vos entreprises. Et enfin, l'autoproduction. On va y arriver. Il faut que vous puissiez produire votre propre énergie en vous lançant dans les énergies renouvelables et d'autres ressources. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, c'est Abdelmajid, pour cet exposé. Trois leçons à tirer de cet exposé. La première leçon, ce que Abdallah ne va pas me contredire puisqu'il a écrit un article sur ça, la désindustrialisation de l'Algérie. On consomme peu d'énergie, ça veut dire qu'il y a peu d'industrie. Deuxième leçon, celle des prix domestiques qui poussent au gaspillage, surtout en matière d'utilisation de carburant. Nous gaspillons énormément de carburant, surtout par les particuliers. Et troisième leçon, qui est un challenge, c'est comment arbitrer entre la consommation domestique et garder une part de la production pour l'exportation. Parce que là, si nous continuons sur cette tendance, peut-être, il arrivera le jour, pas pour le gaz, mais certainement pour le pétrole, où on ne trouvera pas grand-chose à exporter. Donc il y a un arbitrage à faire, alors que nous avons besoin de ces exportations de pétrole pour financer au moins partiellement notre transformation économique. Voilà, donc merci Saad Majid pour cet exposé, provocateur, c'est sûr. Et je donnerai la parole à M. Alp de Toshiali. Excusez-moi d'utiliser votre prénom, c'est plus pratique. Voilà. Et Toshiali, je crois que c'est une success story en Algérie, success story des IDE. Je crois que c'est un succès. Aujourd'hui, c'est considéré comme le plus grand investissement étranger en Algérie. Deuxièmement, c'est le premier exportateur hors hydrocarbures. Et je pense aussi, je le laisse le soin de le dire, le premier investisseur dans les années à venir. Monsieur Alp, vous avez la parole. Je vous remercie infiniment. Tout d'abord, je tiens à remercier à CAPSE et à son honorable président de nous impliquer à cette belle organisation et de nous faire sentir encore plus algériens. Et pour commencer, sur l'exportation, lors de ce sujet de cette réunion, l'exportation, c'est une culture. Quand une société exporte, c'est le pays qui exporte, en fait. Pour exporter dans le secteur réel, le débat est clair. Vous devez maîtriser votre coût, d'abord pour pouvoir substituer à l'importation, et vous devez produire le plus important quantité à un coût le plus compétitif. Pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'acheter des biens et services au meilleur coût. Ça veut dire la sous-traitance, très important. Vous devez transporter vos produits au meilleur coût. Vous devez avoir un service financier au meilleur coût et vous devez avoir une réglementation qui vous pousse à exporter. Ça veut dire, quand on exporte, c'est les sous-traitants d'une société exportent, le partenaire logistique exporte et la réglementation du pays exporte. Ça veut dire que c'est tout un ensemble. Maintenant, on peut citer quelques éléments importants pour pouvoir exporter. En Algérie, tout d'abord, il faut créer, à mon avis, la chaîne d'approvisionnement disponible et au meilleur prix. Ça veut dire quoi? Moi, je vous cite nos usines, par exemple. C'est des centaines de milliers de charpentes métalliques, tuberies, et les panels sandwich.
les constructeurs de nos usines, ils achètent tout ça en importation. Quand je leur demande pourquoi vous importez, pourquoi vous n'achetez pas localement, il est clair et net. Le producteur local n'est pas compétitif. Mais pourquoi il n'est pas compétitif? Par exemple, dans notre cas, parce qu'il n'y a pas une disponibilité de matières premières et de sous-traitance. Notre nouvel investissement, c'est les aciers plats. Quand on dit l'acier plat, je vais citer sur cet exemple. Pour toujours la construction de cette usine, les constructeurs, ils vont importer, malheureusement. Les charpenteries, les panels sandwich, les tuberies. Soit du Chine, soit de la Turquie, soit de l'Italie, soit de la Russie. Pourquoi? Ce n'est pas des équipements, des matières très technologiques du tout. Mais parce qu'il n'y a pas de la disponibilité de matières premières. Le producteur étranger, le turc, l'italien, il achète son matière première de l'usine à côté. Quand il s'agit d'une maintenance, il appelle la société, il arrive dans 5 minutes. Mais le producteur, le fabricant algérien, il doit importer ce produit, il doit subir un coût de logistique et de déchargement, de douanier, il doit ouvrir une lettre de crédit importante pour ramener ce produit. Et aujourd'hui, il ne peut pas s'approvisionner quotidiennement. Parce que quand il passe une commande, cette marchandise, il va arriver dans 3-4 mois. Ça veut dire qu'il faut créer cette chaîne d'approvisionnement. Quand une société le crée, maintenant c'est aux membres de CAPSE, au privé algérien qui doit faire ça. Parce que le plus on crée la chaîne d'approvisionnement nationale, le plus vous êtes compétitif. Quand moi je vais produire l'acier plat, quand l'autre il va produire son tube, quand l'autre il va produire ses pièces de rechange d'automobile ou bien d'électroménager, l'autre producteur aussi il sera compétitif. Il ne devrait pas adresser à l'étranger pour ramener ces produits-là. Ça veut dire que c'est toute une nation qui va produire et qui va exporter. Deuxième chose, aujourd'hui, on peut parler de logistique. Les coûts de fret, vous voyez là où ils sont arrivés. L'Algérie, il a une position stratégique, géographique extrêmement importante. Ça veut dire que vous pouvez très bien profiter des coûts de logistique en produisant en Algérie. Nous le faisons. Il est à la proximité au marché, à l'Union européenne, aux États-Unis, à l'Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement important. Mais il faut disposer de l'infrastructure logistique. Comment? Cet avantage, aujourd'hui, des fois, devient un désavantage pour les sociétés algériennes. Parce qu'on n'a pas autant de moyens logistiques toujours en Algérie. Il y a toujours le taux de chargement et déchargement, il n'est pas au niveau international. Les navires ici, quand ils viennent, mis à part les sous-restaries qu'on paye, déjà à l'affrètement du navire, l'armateur, il ajoute le prime, le risque de sous-restarer. Parce qu'il ne sait pas s'il sera honoré ou pas dans le délai qu'il souhaite. Mais le gouvernement algérien, l'État algérien aujourd'hui, il fait tout pour promouvoir les exportations. Je n'ai pas entendu un président ou bien un premier ministre qui parle autant d'exportation. Ce que nous devons faire, c'est de passer des bons messages, de leur bien transmettre nos besoins. Sinon, ils sont là. En matière logistique aussi, il y a les projets de construction des nouveaux ports. C'est très important, c'est de très bonnes stratégies. Troisièmement, dernièrement, il y a l'aspect réglementaire aussi qui sont très importants. La réglementation, la législation doit permettre les sociétés à exporter. Comment? Il faut y avoir les avantages nécessaires pour les promoteurs et les exportateurs. Aujourd'hui, quand vous sortez au marché international, vous allez faire la concurrence avec les fabricants qui produisent ces produits-là depuis 50 ans. Alors, il faut protéger
le producteur national, le secteur infant. Il faut le protéger parce que l'autre, il est en train de le produire depuis 50 ans. Ici, si on ne soutient pas le promoteur qui a pris un risque à investir, on ne peut jamais arriver à un stade. Mis à part ça, il faut faire une diplomatie commerciale. Comment? Les conventions de libre-échange, ils sont extrêmement importantes. L'Algérie, il a la chance d'être en Afrique. Il a une convention libre-échange avec l'Union européenne. Il est dans le Ligue arabe. Nous profitons. Mais la zone libre-échange africaine, il est extrêmement important. Je vais vous citer, ces conventions ils sont importantes, très importantes. Je vais vous citer un seul exemple. Il y a plein d'usines textiles turques en Égypte. Pourquoi? La simple raison, c'est que l'Égypte, à un moment donné, il a fait une convention de libre-échange sur les produits textiles avec les États-Unis. Ça veut dire que ça attire les investisseurs à exporter à partir de ce pays. L'Algérie aussi, il peut utiliser cette force pour l'attirer sur le plan africain avec ce ZLECAf. Bon, en finalisant, nous comptons sur l'Algérie, nous comptons sur la jeunesse algérienne. Quand on a démarré notre usine, nous, on avait 1000 effectifs, dont 400 s'étaient expatriés, 600 Algériens. Aujourd'hui, on a 4000 effectifs, 3500 Algériens, et ce nombre 400 expatriés, il a monté seulement à 550-600. Nous comptons sur l'Algérie, nous investissons en Algérie, nous avons un nouveau projet, et nous invitons tout le monde à investir en Algérie parce que nous pouvons réussir qu'ensemble. Seulement, si je produis, nous produisons, nous ne pouvons pas réussir. Maintenant, c'est le moment de faire confiance et investir en Algérie. Nous faisons confiance et nous investissons. Merci. Merci. Merci, Monsieur Alp, parce que là, vous donnez beaucoup d'espoir et vous donnez le signal aux investisseurs étrangers pour leur dire « nous réussissons, nous avons réussi en Algérie ». Merci pour cette expérience qui va attirer des investisseurs étrangers. Alors, pour illustrer tout ce qu'on vient d'écouter, nous allons faire passer une vidéo sur l'entreprise Toshiali.
voilà une belle expérience. Alors, je vais donner la parole à une PME exportatrice, et donc certainement compétitive. Et sa compétitivité, elle est dans une dimension interne à l'entreprise. Bon, je ne vais pas développer plus. Je donne la parole à M. Boublenza pour nous présenter son entreprise. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à participer à ce panel. Et j'espère que je serai à la hauteur. Et pour être compétitif, je vais mettre mon chrono. Hagda, je vais respecter les 6 minutes. Donc, nous, je vais parler de l'export parce que c'est un métier, nous sommes à la 4e génération d'exportateurs et l'export c'est dans le sang. Je vais parler de l'export et je vais parler de la transformation et la valorisation de produits agricoles algériens. Nous avons je dirais, un très, très beau pays et c'est le seul pays au monde. Il vous suffit de s'abaisser pour ramasser la devise. Nous avons des produits à valoriser. Nous avons un potentiel énorme et je dirais nous avons les capacités, nous avons la ressource humaine, nous avons des universités qui donnent une matière grise performante et aujourd'hui notre entreprise exporte ses produits à l'échelle mondiale sur les 5 continents vers plus de 35 pays à l'échelle mondiale. On exporte un produit, au départ on exportait un produit à l'état brut. Je dis pas brut, mais première transformation, une transformation mécanique. Et à un moment donné, je rends hommage à M. Berti Bel'ib, qui nous a autorisé à créer un centre de recherche et développement parce qu'auparavant, l'entreprise algérienne n'avait pas la possibilité de créer un centre de recherche. On avait la possibilité de créer un laboratoire d'analyse, mais parler d'un centre de recherche, ce n'était pas une mince affaire. Donc, on a pu obtenir l'autorisation de créer. D'ailleurs, nous avons participé à la création d'un code, la nomenclature du CNRC, d'un code qui parle de la recherche et innovation. Et c'était en 2016. Et à partir de 2016, on a créé le centre de recherche et on est allé vers la valorisation de produits agricoles et créer de la valeur, parce que notre objectif c'est de créer la valeur ajoutée en Algérie et surtout créer de l'emploi en Algérie et orienter la totalité de notre production vers l'exportation. Et quand on parle de l'innovation, généralement les gens pensent uniquement sur un produit innovant. Donc l'innovation doit être à tous les niveaux. Au niveau de l'administration, l'outil de production doit innover, sachant que nous réalisons nous-mêmes nos équipements. Nous avons des ingénieurs algériens qui innovent, qui font des machines adaptées à nos besoins. Et donc, quand on parle de l'innovation doit être à tous les niveaux. On donne aller vers l'export. Quand on parle de l'export, l'exportation, elle tire toujours vers le haut, parce que on va s'attaquer à un marché mondial où il y a une compétition, une très forte compétition. Aujourd'hui, généralement, on parle du coût de l'énergie, le coût de la main-d'œuvre, qui est attractif en Algérie, mais tout ce qu'on gagne en coût de l'énergie, en coût de main-d'œuvre, on le perd dans la logistique, on le perd dans les frais financiers, parce que un point fort pour valoriser et développer les exportations, on doit revoir notre système de contrôle de change. Je dirais que notre système et la réglementation de change doit changer, parce qu'elle plombe les entreprises exportatrices. Aujourd'hui, on est arrivé à un seuil où notre entreprise, où nos entreprises doivent s'installer à l'étranger. On ne peut pas parler de l'exportation à partir... Nous sommes installés à Tlemcen, dans une commune à Znata. On ne peut pas aller vers des marchés, par exemple en Asie, ou là en Russie, ou là en Amérique latine, à partir d'un bureau à Tlemcen, à Zenata. On ne peut pas. Et pour vous dire,
pour vous dire, je dois voir mon... Donc, pour vous dire, nous avons besoin de facilitation pour la création de bureaux de liaison, des facilitations pour création de filiales à l'étranger, de showrooms à l'étranger. Un deuxième point qui plombe l'exportation algérienne, c'est la différence entre le taux de change réel et parallèle. On doit trouver des mécanismes, comment pousser les opérateurs exportateurs à déclarer 100% de leur chiffre d'affaires. Nous avons proposé d'instaurer une prime dans le cadre du FSPE qui va pallier entre le taux de change réel et le taux de change parallèle. La logistique, je vais parler de la logistique. Moi, j'ai fait une comparaison entre le coût de la logistique en Algérie par rapport à notre concurrent, parce qu'aujourd'hui, notre entreprise est la deuxième entreprise au niveau mondial de production de poudre de caroube. Et j'ai fait une comparaison avec notre concurrent qui est installé en Europe et distribue ses produits à travers une société allemande. Donc, dans le marché mondial, il y a une compétition entre un produit allemand et un produit algérien. Nous sommes en deuxième position. Nous sommes en concurrence déloyale parce qu'il a toutes les facilités. Nous avons toutes les difficultés pour se positionner dans le... Donc, on a parlé tout à l'heure de l'informel, même ça c'est de l'informel. Comment pousser les entreprises algériennes à se positionner à l'international? Et merci. Merci, Monsieur Boublenza. Vous vous êtes auto-censuré. Pourquoi? Ce n'est qu'à la fin qu'on a appris que votre entreprise produit de la poudre de caroube. Dites-nous, cette entreprise, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait en une minute? Nous avons créé, je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes spécialisés dans la transformation de produits agricoles. Mon arrière-grand-père produisait de l'huile d'olive et l'olive de table. Donc il exportait tout ce qui est, avec la nationalisation du commerce extérieur, et l'huile d'olive était le premier produit nationalisé en 1963. Donc on a arrêté d'exporter. En 1991, il y a eu la libération du commerce extérieur. Nous avons commencé à exporter à partir de 1994. Donc, depuis 1994, nous sommes spécialisés dans la transformation et l'exportation des dérivés de la caroube. Il y a un potentiel énorme. Quand on parle, il y a beaucoup de produits à valoriser. Très bien. Très bien. Non, pourquoi j'ai insisté pour qu'il parle de cet aspect historique? Comme l'a dit tout à l'heure Alpes, l'exportation est une culture d'abord, et surtout c'est une position dans une courbe d'expérience. Plus on est bien situé dans la courbe d'expérience, c'est-à-dire on a des années derrière nous, plus on a une compétitivité sur le plan des marchés internationaux. Et donc là, il a quelques années, c'est bien de capitaliser sur ces années pour améliorer sa compétitivité dans l'avenir. Alors, nous allons maintenant donner la parole à quelqu'un qui est au cœur de toute la problématique de la compétitivité telle qu'elle a été présentée par les deux entreprises de production. C'est la question logistique, et un volet de la question logistique, celui des ports et du rôle de ces ports dans le commerce extérieur. C'est M. Boumati qui va nous présenter un peu la situation en Algérie. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, professeur. Je crois que tout a été dit, n'est-ce pas? Quand on parle de compétitivité, on fait égard en fait à l'attractivité du bien et du service, à la suite d'une valeur ajoutée. Et qu'est-ce qui fait justement cette attractivité? C'est en fait le prix du produit, le service, la qualité du service, mais aussi l'innovation qu'on va introduire dans ce produit ou service. On avait parlé tout à l'heure d'un certain nombre de services que les jeunes Algériens prodiguaient en fait à l'international, notamment dans le IT. C'est partie de la logistique. La logistique d'aujourd'hui se définit comme étant en fait la logistique 4.0, comme on veut là l'appeler aujourd'hui. Moi je dirais 4.11,
Ça avance chaque mois, les choses changent d'une façon fulgurante. Au jour d'aujourd'hui, on a des sociétés comme Amazon qui a sa propre carte de crédit, Tesla avec SpaceX qui explore en fait l'univers. Et cette définition, ce paradigme en fait de la définition de la logistique, il faudrait qu'on puisse d'ores et déjà le clarifier pour sortir de ce paradigme et d'aller vers des contrées. Il faut apporter de la confiance au jour d'aujourd'hui. Il faut apporter de la confiance dans tous les projets que nous menons. Parlons de projets et revenir un petit peu de la place de la logistique. Effectivement, donc, pour ce qui est du facteur prix, en fait, cela se considère comme étant un segment essentiel de pouvoir placer les produits algériens sur les marchés internationaux. Quand on parle de 30% de coût de la logistique, quand cela se pratique entre 5 et 15% pour les pays développés et moins développés, je dirais, alors on fait tout de suite le calcul, hein, on perd des milliards de dollars, au minimum 5 milliards de dollars en termes de pertes dans la logistique. Et pourtant, avec les 14 ports que nous avons, mais aussi tout l'interland qu'il y a avec ces ports-là, ça nous permettrait de pouvoir nous placer sur un marché compétitif. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la difficulté réside dans le fait que les transporteurs maritimes étant les concurrents des ports, hein, ils ont leur propre port au niveau de la Méditerranée, et que nous, on veut placer justement les ports d'Algérie dans cette optique, d'aller vers des hubs de transportement au lieu que ce soit juste du feedering et puis des petits ports nourriciers qui ne font que moins de 2 millions d'équivalents de 20 pieds par an. Quand on peut penser au port de Zhengzhou, qui est tout à fait prêt, et qui peut accueillir des méga-vaisselles qui peuvent venir de Chine avec plus de 14 000 équivalents de 20 pieds. Je vous laisse faire votre calcul. Monsieur Alep a parlé aussi de surestarie. En fait, ce que c'est que les surestaries, c'est quand vous avez une Ferrari qui fuit d'huile. Hein. On perd beaucoup de temps dans des procédures particulièrement bureaucratiques et invisibles. On ne sait pas avec qui parler. Hein. Le BCO, le client final, ne sait pas où sa marchandise. Ne sait pas quels sont réellement les coûts. Hein, on lui présente des factures avec plein d'items. Et pour sortir un petit peu de cette situation, en fait, il faudrait mettre en place des plateformes numériques hein, dans ce marché particulier, hein, des guichets uniques électroniques, que ce soit au niveau portuaire, donc des PCS, mais aussi des TCS. Et puis, comme l'avait dit Monsieur Gessoum ce matin, il parlait un petit peu des IoT, des chatbots et de toute la technologie qu'on peut mettre pour justement pouvoir arriver à prédire les actions. Alors je vais vous dire quelque chose de très simple. On reçoit des bateaux sur le port d'Alger, le port que je connais particulièrement depuis les 25 dernières années. Et on ne sait pas quand est-ce que le navire va arriver. En fait, une fois qu'il se présente au niveau du port, quand on dit à la capitaine, oh, vous avez le bateau qui est arrivé. Alors que le liner manager de la ligne maritime a un programme sur les 6 mois. Pourquoi on n'arrive pas à faire du booking? Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, on décide d'affecter des navires. Imaginez que vous allez dans un aéroport et que vous n'avez pas un booking, vous n'avez pas un ticket, et que vous vous présentez très tôt le matin pour monter dans le premier avion. Vous ne pouvez pas monter. Et ça va être extrêmement coûteux. C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Il faut arriver à avoir du service standardisé. Il faut arriver à avoir un hub portuaire, que ce soit au niveau de Zhengzhou en région Est ou le port de l'Hamdaniya pour les futures années au niveau Ouest, pour arriver à placer en fait la compétitivité du produit algérien. Voilà, je ne prends pas beaucoup de temps, je pense que je vais compenser sur ça. Merci. Merci, M. Boumaté, pour cette réflexion. Alors... Bonjour, je me présente, M. Bouatou. Je suis président du cluster boissons agro-logistique et président d'Algérie Cluster. Monsieur, tout à l'heure, vous avez, en tant qu'économiste, vous avez parlé de porteurs. Moi, je parlerai de Porter, de Marshall, de Ricardi, qui, dès le 19e siècle, ont tout simplement constaté qu'au niveau d'un territoire, il y a l'émergence de pôles de compétitivité. C'est bien ça. Donc, moi, bien sûr, la fiscalité étant un des instruments, la compétitivité, il faut la définir aussi, comme étant un moyen
pour gagner des parts de marché par la productivité. Il y a la compétitivité par les prix, mais il y a la compétitivité structurelle. Donc moi je pense, et peut-être avec nos amis de la CAPCS, mettre en place une réflexion stratégique pour changer, rentrer dans un nouveau paradigme qui consiste tout simplement par les facteurs de proximité au niveau d'un territoire, faire des économies d'échelle. Vous avez parlé de la logistique, aujourd'hui on parle de supply chain, tout simplement, où le numérique est transversal. Donc moi je pense que ce qu'il faudrait peut-être, enfin je m'excuse, hein, le débat devrait aussi porter sur le développement économique, territorial et au niveau des pôles de compétitivité. Parce que dans la chaîne des S'il vous plaît, est-ce que vous avez une question à nous? Oui, la question c'est plutôt une recommandation et passer d'une économie low cost à une économie de la connaissance où justement la digitalisation et tous les facteurs de compétitivité aujourd'hui, dans le cadre de relocalisation et de l'intégration aux chaînes de valeur internationale, se mesurent justement par la capacité à attirer des investissements directs. Moi, je pense que c'est ça l'élément central. Et je parlerai aussi de la filière des eaux embouteillées, excusez-moi, qui en amont, je dis bien en amont, paye déjà 20% sur le chiffre d'affaires, augmenté à la TAP. Il y a 13 entreprises qui sont en difficulté. Il ne faut pas que l'impôt tue l'impôt. Voilà ce que je voulais dire. Donc il faut bien, comme je pense que l'impôt, c'est un levier donc, économique, mais il faudrait aussi, par une politique donc, bien réfléchie, ne pas pousser nos entreprises à l'informel. Et je vous remercie. Merci. Une deuxième. Merci, professeur. Je suis frustré d'entendre que dans les 10 années à venir, que Bourdami de la CAPC. Je suis frustré d'entendre que dans les 10 années à venir, que nous n'aurons pas une diversification économique. J'ai 65 ans, donc à 75 ans, je me suis dit que j'ai dû faire un mauvais choix. Mais je reste optimiste. À regarder l'évolution de l'économie espagnole, l'économie turque, professeur, ils ont décollé en moins de 10 ans. En 10 ans, ils ont décollé. Je pose une question, donc 3 questions superposées. Première question, si on choisissait une stratégie qui est issue d'un choix de scénario qui est développé par une vision prospective, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait pouvoir assurer cette... Moi, je ne voudrais pas dire la nouvelle Algérie, je voudrais utiliser plutôt un autre terme. La construction de l'Algérie désirée, que nous désirons tous. La deuxième question, je constate des débats aussi de mon expérience, que en fait c'est la chaîne de valeur compétitive qui exporte, qui se positionne sur l'international. C'est ce qui fait défaut chez nous. Et nous n'arrivons pas à la construire, pour deux raisons. Je voudrais qu'on me confirme cela. On ne peut pas exporter les solutions des autres parce que nous devons développer nos propres solutions. Et c'est ce qui s'exporte et la chaîne de valeur doit être construite à partir de là. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Merci, M. Bourdami. C'est bon? Non, j'ai une autre question. Et l'absence de cela nous renvoie, que vous avez abordé, que j'aurais souhaité que ça soit débattu, c'est la recherche et le développement, c'est ce que l'innovation, qui devait être le cœur de la chaîne de valeur, pour nous donner les solutions algériennes à exporter. Et dans ces innovations, ne pas se focaliser seulement sur les produits, mais d'aller aussi sur l'innovation des process qui règle tous les problèmes. Merci, professeur. Très bien, merci, c'est Ammar. Alors, une dernière intervention. L'effet de la lumière, je ne vois pas. Enfin, bon, c'est bon. Allez-y. Vous voyez bien. Bonjour, Khaled Hamrouni, consultant en développement industriel, membre de la CAPC,
Ça fait plus de 20 ans qu'on est en train de parler de compétitivité en Algérie et il y avait une stratégie comment devenir compétitive. Et à chaque fois, maintenant, on parle d'exportation. L'exportation peut être une conséquence logique si on est compétitif, aussi bien sûr sur le marché national qu'à l'exportation. Il y avait un terme, ou plutôt un outil, un concept, c'était la mise à niveau, qui concernait d'abord en interne toutes les entreprises et en externe l'environnement. Moi, ce que j'aurais proposé, c'est qu'on revalorise ce concept de mise à niveau et qu'on le fait, qu'on commence à l'appliquer, parce que personne ne peut être compétitif s'il n'y a pas de... Il ne peut pas y avoir d'action s'il n'y a pas de mesure. Il faudrait que chaque entreprise sache comment qu'elle est en train de gagner, donc comment qu'elle produit, et on revient à sa chaîne de valeur interne pour voir comment faire mieux, et on reviendra aussi à la chaîne de valeur externe, et on va parler de logistique, de services financiers, de services douaniers et de l'ensemble. Donc, ce qui me tenait à cœur, c'est cette opération de mise à niveau qui a été mise à l'écart. Elle a été ramenée par l'Union européenne au début, mais nous, en tant qu'Algériens, on devrait faire un programme de mise à niveau et inciter les entreprises à le faire et à l'administration aussi de le faire. Merci beaucoup. Merci. Alors, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin dans les débats, dans les questions. Juste pour répondre à Bourdami, puisqu'il adressait une question à moi-même personnellement, il y a le panel, le dernier panel qui va parler de l'Algérie de demain. Peut-être on aura l'occasion de discuter de ce point. Moi, j'ai une question à poser à M. Alp. Quelle est la part de l'énergie dans votre processus de production? Et est-ce que, dites-le honnêtement, est-ce que c'est l'énergie, le coût de l'énergie en Algérie qui vous donne cette compétitivité à l'international? Il y a autre chose, certainement. Mais dites-nous, franchement, est-ce que l'énergie joue dans votre compétitivité? Dans toutes les industries lourdes, l'énergie est importante. Aujourd'hui, quand vous regardez les plus grands producteurs d'acier, l'énergie c'est important. Mais ce n'est pas tout. Je vous dis, par exemple, le gaz, parce qu'on confond notre secteur avec les pétrochimies, dont le coût de production, 25-30% du coût de production, c'est l'énergie. Je vous dis, chez nous, le coût par tonne de gaz, c'est à peu près même pas 1,2% de notre coût de production. Je peux vous envoyer le tableau de notre coût de production. Oui. Parce qu'on mélange un peu. Du coup, ce qui nous rend le plus compétitif aujourd'hui, c'est l'intégration de notre complexe. Parce que nous investissons en notre métier. Chaque année, avec le bénéfice, on fait un autre investissement pour intégrer encore le complexe. Par exemple, cette année, nous sommes en train de finaliser notre usine d'enrichissement. Au lieu d'acheter le minerai de teneur 68, on va acheter du teneur 58 pour être encore plus compétitif. Nous avons réalisé un quai minéralier et une bande convoyeuse pour trouver une solution à ce problème logistique. Je vous cite un exemple. On était en train de, jusqu'à 2 mois de ça, on était en train de recevoir des bateaux de 40 000 tonnes au port Oran et décharger 6 000 tonnes par jour. Aujourd'hui, on est en train de recevoir des bateaux à 120 000 tonnes et de le charger dans 1 jour et demi. Dans le même trajet, Canada-Oran, la différence de coût de transport, c'est $20 entre les deux navires. $20 sur 4 millions de tonnes, ça fait 80 millions de dollars. C'est-à-dire, on essaie d'intégrer notre usine et, bien sûr, on investit sur notre métier. Le savoir-faire est très important parce que nous faisons le métier que nous connaissons. On n'est pas très intelligent de faire tous les métiers comme eux. On fait qu'un seul métier, c'est le sidérurgie. Et même en Turquie, de la Turquie aussi, nous avons plus de 2 millions de tonnes d'exportation de nos sociétés turques de la Turquie. Et que, comme vous le savez, en Turquie, nous consommons l'énergie
le plus cher de toute bassin méditerranéen. Ça veut dire l'énergie n'est pas le seul raison, il ne faut pas cacher derrière. C'est un avantage à utiliser si vous avez d'autres paramètres aussi. Mais si vous sortez seulement de l'énergie, non, l'ère de pierre n'est pas terminée parce que c'est la pierre qui manquait dans le monde. Alors, l'énergie aussi. Nous, par exemple, dans notre nouveau investissement qui a démarré, les aciers plats, les tôles laminées en chaud, à froid, galvanisées, maintenant, ces produits-là, ils seront destinés aux industriels algériens à retransformer. Alors, des produits qui ont une forte valeur ajoutée. Là, ça sera une relance maintenant pour tout le monde à les acheter et à retransformer. Je pense que vous avez donné la réponse. Bravo, vous êtes un chef d'entreprise aguerri. Oui, vous dites c'est l'intégration, c'est l'optimisation des processus, c'est la gestion d'une chaîne de valeur pour intégrer tout le processus et pour maîtriser les coûts et effectivement l'expérience qui est derrière et la recherche-développement. Voilà, je ne sais pas, il y a des questions qui ont été posées. Est-ce que quelqu'un, très brièvement, 1 à 2 minutes? Oui, Ben Abdallah. Merci, merci. Je voudrais rassurer la personne qui est inquiète que j'ai le même âge qu'elle, sinon un peu plus, et que 10 années pour transformer une économie, c'est un très bon cap, c'est un temps qui n'est pas long, peu importe si nous ne profitions pas en tant que génération, mais nos enfants en profiteraient, c'est sûr. Alors maintenant, pour les chaînes de valeur, quand on fait un benchmark avec des pays de même taille, de même région, donc qui sont exposés, mais plus ou moins aux mêmes contraintes sur le plan historique, géographique, relationnel avec l'Europe, etc. Il y a eu des stratégies de remontée des chaînes de valeur au Maroc, en Tunisie, en Égypte, etc. Aujourd'hui, des études extrêmement fines, malheureusement, et là, M. Attal s'en est exprimé indirectement, il n'avait pas le temps de tout dire, etc. On est resté dans la trappe de la spécialisation primaire. Il faudrait en sortir. Pour en sortir, premier point, le niveau institutionnel est le premier responsable. Et le premier responsable, c'est-à-dire que l'acte économique est d'abord un acte institutionnel, il faudrait en prendre conscience. Si on prend le tarif douanier dans ce pays, il suffit de faire une lecture, mais rapide, pour montrer que les personnes qui ont proposé ce tarif douanier ou qui l'ont négocié n'ont eu aucun souci de calcul économique. Mais contrairement à nos voisins, dans le tarif douanier, il a été négocié en fonction des avantages comparatifs réels, mais potentiels et latents. D'accord ? Aujourd'hui, il faut repartir vers ces dossiers qui sont des dossiers extrêmement lourds. Quand on prend les chaînes de valeur, vous savez, les économistes et les statisticiens, ils calculent... S'il te plaît. Oui, une seconde. Le dernier mot, ça y est, le dernier mot. On est très, très peu présent dans les chaînes de valeur internationales. Ça fait à peu près 1% de notre commerce, pas plus. Nous sommes dans un commerce de type des années 50, le produit contre produit. Or, aujourd'hui, 70% du commerce international, il porte sur les demi-produits. Merci. Merci. Abdelmajid, tu as précisé la parole. Juste une précision à propos du coût de l'énergie dans la sidérurgie. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce qu'il ne faudrait pas que les gens partent avec une idée déformée. Vous avez donné 1% ou 1,5 ou 2%. Ça, c'est 1,6, ça c'est rapporté au prix de l'énergie actuelle en Algérie, c'est-à-dire 0,24 $ le million de BTU. Or, il faut comparer par rapport au coût international. La dernière crise gazière mondiale a entraîné beaucoup de sidérurgie, beaucoup d'industries pétrochimiques à fermer à cause de l'augmentation du prix du gaz à l'international. Donc, si on prend le coût de l'énergie tel qu'elle est à l'international, c'est beaucoup plus que 1,6%. Merci. Ok. Attendez, peut-être, vous voulez réagir par rapport à ça? Peut-être, vous voulez... non, c'est bon.
très rapidement. Très rapidement, je vous ai donné déjà le données de nos sociétés algériennes. Mais, voilà. Mais, c'est ce que je voulais dire que si vous avez d'autres valeurs dans une société, vous pouvez exporter. Et que j'ai cité l'exemple de notre société qui est placée à Turquie, qui exporte à 100 pays et que nous sommes en train d'utiliser ces ressources marketing et commerciales aujourd'hui de l'Algérie et malgré le coût d'énergie le plus élevé. C'est-à-dire, l'énergie c'est important, mais c'est pas tout. Très bien. Merci. Écoutez, les organisateurs nous mettent la pression pour céder la place. Je remercie tous les panélistes pour leur qualité, pour leur pertinence. Et puis, à une autre occasion, Sahal. Merci beaucoup. Merci, professeur Jamel Belmihoub, d'avoir animé ce débat. Avant de passer à la troisième table ronde qui a pour thème les entrepreneurs et les entreprises de demain, je vous invite à regarder cette success story de la diaspora algérienne établie à l'étranger. C'est Yassine Belmousbah, fondateur de la start-up Qubba, qui nous parle des États-Unis à travers cette vidéo. C'est une start-up spécialisée dans la fintech, technologie de la finance. Regardez. Assalamu alaikum. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Yassine Belmousbah. I'm an Algerian citizen who left Algeria at a very young age, and I had the chance to live in 3 different continents in 2 different eras, so before technology and whatever technology is right now. I always had a dream is to come back to Algeria and serve my country and do something I love within Algeria itself. As I said, you know, I lived in between 2 different eras, so I was extremely fascinated by the tech industry. So I graduated as a computer engineer and I hold a master's in design management from an American university. By profession, I'm a startup advisor and a serial entrepreneur. I have built and launched a couple of companies in the Middle East and North Africa, notably the last one that I represented now as a full-time CEO, which is called Qubba. So Qubba is an online platform that connects consumers to the best deals and discounts in the market. It started this way, and we had the chance to listen to our beautiful feedback from our consumers, where we're now shifting to become a leading fintech company in Algeria. Now, why fintech? Before speaking about fintech, as an entrepreneur, I always found it very tough to do anything in Algeria if that basic pillar didn't exist in there. So I was like, I might as well try to solve or contribute at least in having a payment solution or a fintech solution in Algeria in order, first of all, to help potential startups that I want to launch in Algeria, or give the opportunity for other entrepreneurs in Algeria to be able to grow fast, start from an idea and grow a business really fast. If you take the word actually fintech without teaching anything in here, it consists of 2 words, right? So financial and technology. As a matter of fact, financial is so well developed in Algeria and it has all the regulation, which is fine. However, the technology that comes within it, this is one of the toughest challenge that I had. As a matter of fact, back in 2016, I tried to launch something in Algeria and it was really tough for me. So I understood that the main problem in there is to, rather than just getting a solution and putting it in Algeria, it's better for us to listen to the consumers and to see their consumer behaviors in order to adapt the best financial solution to them. Once again, Qubba is aiming to become that solution to our consumers in Algeria and potentially become one of the leading fintech solution in Africa. I know it's not an easy job, as we say, one hand cannot clap, and I'm sure by contributing whatever we as entrepreneurs come to Algeria to do, with the help of our government and all the entities and the banking entities and the financial institution in Algeria, we will be able to solve one of the most fundamental issues that we have in our country. Once again, thank you so much for listening to me, and I wish you all a blessed day.